Marcel Beaulieu avait 82 ans quand il a compris que son fils ne reviendrait jamais. Pas physiquement, non. Thierry vivait à 2 heures de route, dans un appartement parisien qui valait plus que tout ce que Marcel avait gagné en 60 ans de travail dans les vergers de Normandie. Mais le fils qui leur rendait visite autrefois, celui qui embrassait sa mère avec la tendresse d'un garçon reconnaissant, celui-là avait disparu quelque part entre le premier diplôme et le dernier costume sur mesure. Cette nuit-là, sous la pluie battante de décembre, Marcel et Odette se tenaient devant la porte close d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Ils avaient fait le voyage en car depuis leur village de Pont-l'Évêque, 6 heures de route pour une surprise d'anniversaire. 60 ans de mariage. Ils voulaient le fêter avec leur fils unique. Mais quand Thierry avait ouvert la porte, son visage s'était décomposé. Pas de joie, pas de surprise. Seulement la terreur froide d'un homme dont le passé venait de surgir au milieu d'une soirée avec des associés importants. Ce qui s'est passé ensuite dans le couloir de cet immeuble a brisé quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Et ce que Marcel gardait dans la poche intérieure de son vieux manteau, un secret vieux de 40 ans, allait changer le destin de toute la famille. Si ces mots trouvent un écho en vous, c'est peut-être parce que vous connaissez le prix du sacrifice parental et la douleur d'être oublié par ceux qu'on a tout donné. Cette chaîne existe pour partager ces histoires qui nous rappellent que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en dignité. Si vous sentez que ce récit vous parle, restez avec nous. Chaque histoire ici est un miroir de nos propres vies, de nos propres choix. Je m'appelle Marcel Beaulieu et j'ai passé ma vie entière les mains dans la terre. Pas la terre des jardins de luxe qu'on voit dans les magazines, non. La terre grasse et noire des vergers normands, celle qui sent la pomme fermentée et le travail honnête. J'ai cueilli des pommes pendant 60 ans pour le compte des cidreries du Calvados, une entreprise familiale qui appartenait aux Dumont depuis 4 générations. Ma femme Odette travaillait à mes côtés. Elle triait les pommes sur la chaîne, ses doigts rougis par le froid de l'automne, son dos courbé par les heures passées debout. Nous n'étions pas riches, mais nous avions notre fierté. Notre petite maison de pierre dans le village de Pont-l'Évêque, avec son toit de chaume et son jardin où Odette faisait pousser des roses malgré le climat capricieux. Notre fils Thierry est né en 1968, l'année des barricades et des rêves de révolution. Mais pour nous, cette année-là n'a pas été marquée par les événements de Paris. Elle a été marquée par le cri de ce bébé qui allait devenir notre raison de vivre. Thierry était différent des autres enfants du village. Là où les fils de paysans rêvaient de tracteurs et de terre, lui dévorait les livres. À 10 ans, il avait lu tout ce que la petite bibliothèque municipale pouvait offrir. À 14 ans, son professeur de français nous a convoqués pour nous dire quelque chose que nous n'oublierions jamais. « Monsieur et Madame Beaulieu, votre fils est exceptionnellement doué. Il ne doit pas rester ici. Il doit aller au lycée de Caen, puis à l'université. Il peut devenir quelqu'un d'important. » Je me souviens du regard d'Odette ce soir-là. Un mélange de fierté et de terreur. Nous savions ce que cela signifiait. Des années de sacrifice, d'économie, de privation. Mais nous savions aussi que c'était notre devoir de parents. Donner à notre enfant les chances que nous n'avions pas eues. Le lycée de Caen coûtait cher. L'internat, les livres, les vêtements convenables. J'ai pris un deuxième travail, la nuit, dans une boulangerie industrielle. Je dormais 4 heures par jour. Odette a vendu les bijoux de sa mère, les seules choses de valeur qu'elle possédait. Nous avons mangé des pommes de terre pendant des années pour que Thierry puisse manger à sa faim à la cantine. Et Thierry a réussi. Brillamment. Il a obtenu son baccalauréat avec mention très bien, puis il a été accepté à Sciences Po Paris. Le jour où il est parti pour la capitale, nous étions sur le quai de la gare de Lisieux, le cœur gonflé d'un orgueil qui effaçait toute la fatigue accumulée. Ce que nous ne savions pas, c'est que ce train emportait aussi une partie de notre fils. Celle qui nous appartenait. Celle qui se souvenait d'où il venait. Les premières années, Thierry revenait régulièrement. Pour Noël, pour les anniversaires, pour les vacances d'été. Il nous racontait Paris, ses cours, ses professeurs. Puis les visites se sont espacées. Les appels téléphoniques sont devenus plus brefs, les excuses plus fréquentes. Un jour, Odette a remarqué quelque chose dans la voix de notre fils. Une distance nouvelle, une façon de parler qui n'était plus la nôtre. Elle m'a dit ce soir-là, dans le noir de notre chambre, « Marcel,
Je crois qu'on est en train de le perdre. J'ai voulu la rassurer. J'ai dit que c'était normal, que les jeunes avaient leur vie à construire. Mais au fond de moi, je sentais la même chose. Cette fissure invisible qui s'élargissait entre le garçon que nous avions élevé et l'homme qu'il devenait. Thierry a obtenu son diplôme de Sciences Po avec les félicitations du jury. Il a ensuite intégré un cabinet d'avocats d'affaires prestigieux dans le 8e arrondissement de Paris. Maître Thierry Beaulieu. Ces mots sonnaient comme une victoire, la récompense de tous nos sacrifices. Mais cette victoire avait un goût amer que nous n'avions pas anticipé. La première fois que nous sommes allés le voir à Paris, Thierry nous a installés dans un petit hôtel près de la gare Saint-Lazare. Pas chez lui. Il a expliqué que son appartement était trop petit, qu'il était en travaux, qu'il avait des dossiers importants partout. Nous avons accepté ses excuses sans poser de questions. Nous étions ses parents. Nous lui faisions confiance. Le lendemain, il nous a emmenés déjeuner dans une brasserie du quartier. Je me souviens de la façon dont il regardait autour de lui pendant tout le repas, comme s'il craignait que quelqu'un le voie avec nous. Quand un homme en costume est passé près de notre table, Thierry a baissé la voix et a changé de sujet. Après le déjeuner, il nous a raccompagnés à l'hôtel en prétextant une réunion urgente. Nous ne l'avons plus revu de tout le séjour. Il a appelé une fois pour s'excuser, disant qu'un client important avait besoin de lui. Nous sommes rentrés en Normandie, le cœur lourd mais déterminés à comprendre. Les années suivantes ont confirmé nos craintes. Thierry ne venait plus à Pont-l'Évêque. Il envoyait de l'argent parfois, des chèques froids qui arrivaient dans des enveloppes sans un mot personnel. Quand nous l'appelions, c'était toujours sa secrétaire qui répondait. Maître Beaulieu est en réunion. Maître Beaulieu est en déplacement. Maître Beaulieu vous rappellera. Il ne rappelait jamais. Un jour, Odette a décidé de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire auparavant. Elle a pris le train pour Paris, seule, sans prévenir Thierry. Elle voulait le surprendre à son cabinet, voir son bureau, rencontrer ses collègues. Elle voulait être fière de lui en chair et en os, pas seulement à travers des articles de journaux. Ce qui s'est passé ce jour-là, Odette ne me l'a raconté que des années plus tard. Elle est arrivée au cabinet, a demandé à voir son fils. La réceptionniste, une jeune femme glaciale, lui a demandé si elle avait rendez-vous. Odette a expliqué qu'elle était la mère de Maître Beaulieu. La réceptionniste l'a regardé de haut en bas. Son manteau usé, ses chaussures de marche, son sac à main démodé. Puis elle a décroché le téléphone et a murmuré quelque chose. Quelques minutes plus tard, Thierry est apparu. Mais pas pour l'accueillir. Il l'a prise par le bras et l'a entraînée dehors, dans la rue, loin des regards de ses collègues. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Tu aurais dû me prévenir. Ce n'est pas le moment. J'ai des clients importants aujourd'hui. » Odette a vu dans les yeux de son fils quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La honte. Thierry avait honte d'elle. De ses vêtements, de son accent normand, de ses mains abîmées par le travail. Il avait honte de tout ce qu'elle représentait. Elle est rentrée à Pont-l'Évêque le soir même, sans dire un mot. Quand je l'ai vue descendre du train, j'ai compris que quelque chose de terrible s'était produit. Mais elle n'a rien dit pendant des années. Elle a gardé cette humiliation pour elle, la portant comme une croix invisible. Ce n'est que bien plus tard, quand sa mémoire a commencé à faiblir, qu'elle m'a tout raconté dans un moment de lucidité douloureuse. Il avait honte de moi, Marcel. Notre fils avait honte de sa propre mère. Les années ont passé avec cette lenteur cruelle qui caractérise la vieillesse. Odette et moi avons continué notre vie à Pont-l'Évêque, entourés de voisins qui nous connaissaient depuis toujours, mais seuls dans notre maison de pierre qui semblait de plus en plus grande à mesure que nos forces diminuaient. Thierry s'était marié entre-temps. Nous l'avons appris par une carte postale. Pas d'invitation au mariage. Juste une photo de lui en costume 3 pièces, à côté d'une femme blonde et souriante que nous n'avions jamais rencontrée. Au dos, quelques mots impersonnels. « Sophie et moi avons célébré notre union. Nous vous souhaitons bonne santé. Bonne santé. » Comme s'il s'adressait à des étrangers. Nous avons appris qu'il avait eu des enfants de la même manière. Une autre carte, cette fois avec une photo de bébé. Clément est né le 15 mars. Tout va bien. Puis, 2 ans plus tard, une nouvelle carte. Juliette a rejoint la famille. Nos petits-enfants. Des visages sur du papier glacé que nous ne connaîtrions probablement jamais. Odette a commencé à décliner peu après la naissance de Juliette. D'abord,
C'était de petits oublis. Le nom d'une voisine, l'endroit où elle avait posé ses lunettes. Puis, les oublis sont devenus plus graves. Elle oubliait de manger, de prendre ses médicaments, de fermer le gaz. Le médecin du village a posé un diagnostic que je redoutais depuis des mois. Maladie d'Alzheimer précoce. Il m'a dit qu'elle aurait besoin de soins constants, peut-être même d'une maison spécialisée si son état se dégradait. J'ai appelé Thierry ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, il a décroché lui-même. Sa voix était distante, pressée, comme toujours. « Papa, je suis en plein procès. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai expliqué la situation. La maladie d'Odette, les soins nécessaires, les coûts que notre petite retraite ne pourrait jamais couvrir. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. « Je comprends », a-t-il finalement dit. « Je vais voir ce que je peux faire. Je te rappelle, il n'a jamais rappelé. » Une somme importante, certes, mais accompagnée d'un message glacial transmis par son assistant. Maître Beaulieu vous envoie cette aide exceptionnelle. Il suggère de contacter les services sociaux pour l'organisation des soins de Madame Beaulieu. Aide exceptionnelle. Services sociaux. Des mots qui me disaient que notre fils avait définitivement tiré un trait sur nous. Nous n'étions plus ses parents. Nous étions un problème à gérer, une ligne comptable dans son budget. J'ai refusé l'argent, je l'ai renvoyé par virement, avec un mot que j'ai fait taper par la postière du village parce que mes mains tremblaient trop pour écrire. Nous n'avons pas besoin de ta charité, Thierry. Nous avons besoin de notre fils. Il n'a jamais répondu. C'est à cette époque que j'ai commencé à réfléchir à la lettre. Cette lettre que je portais sur moi depuis 40 ans, dans la poche intérieure de mon manteau. Une lettre que je n'avais jamais eu le courage d'ouvrir complètement parce que son contenu changerait tout. Une lettre qui concernait les véritables origines du succès de Thierry et un secret que j'avais gardé pour le protéger. Mais protéger qui, exactement ? Un fils qui avait cessé d'exister pour nous ? Décembre 2019. Notre 60e anniversaire de mariage approchait. 60 ans de vie commune, de joie et de peine partagées, de sacrifices silencieux. Odette avait des jours meilleurs et des jours pires. Ce mois-là, elle semblait aller mieux. Elle se souvenait de mon nom, de notre maison, de notre fils. Un matin, elle m'a regardé avec une lucidité que je n'avais pas vue depuis des mois. « Marcel, je voudrais voir Thierry, une dernière fois, avant de tout oublier. » Ces mots m'ont déchiré le cœur. Ma femme, ma compagne de toujours, me demandait de lui offrir l'impossible. Revoir le fils qui nous avait abandonnés. J'ai essayé d'appeler Thierry. Plusieurs fois. Toujours la secrétaire, toujours les excuses. Maître Beaulieu est très occupé. Une affaire importante. Un voyage à l'étranger. Alors j'ai pris une décision. Nous irions à Paris, sans prévenir, pour notre anniversaire. Nous frapperions à sa porte et nous lui rappellerions qui nous étions. Ses parents, les gens qui lui avaient tout donné. Le voyage en car a été épuisant. 6 heures sur des routes d'hiver, avec Odette qui somnolait contre mon épaule, parfois confuse, parfois lucide. J'avais emporté notre plus belle tenue, mon costume de mariage, retouché par la couturière du village. La robe bleue qu'Odette portait le jour où Thierry avait reçu son diplôme. Nous sommes arrivés à Paris à la tombée de la nuit. La pluie avait commencé à tomber, fine et glaciale, le genre de pluie qui s'infiltre partout et vous glace jusqu'aux os. J'avais l'adresse de Thierry griffonnée sur un papier. Un immeuble haussmannien dans le 16e arrondissement. Quand nous sommes arrivés devant l'immeuble, j'ai eu un moment d'hésitation. Les lumières brillaient aux fenêtres, chaudes et accueillantes. On entendait de la musique, des rires, une fête. Odette a serré ma main. « Allons-y Marcel, c'est notre fils !» Nous avons sonné à l'interphone. Une voix que je ne reconnaissais pas a répondu. « Oui ?» J'ai dit que nous étions les parents de Thierry Beaulieu. Il y a eu un silence, puis le bourdonnement de la porte qui s'ouvrait. Nous avons monté les escaliers lentement. Nos vieilles jambes protestent à chaque marche. La porte de l'appartement était entr'ouverte. Nous avons frappé. Et Thierry est apparu. Il portait un costume impeccable. Une coupe de champagne à la main. Derrière lui, j'apercevais des gens en tenue de soirée, des lumières, des décorations. Une réception. Son visage s'est décomposé en nous voyant. « Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes venus pour notre anniversaire, ai-je dit. 60 ans de mariage. Nous voulions le fêter avec toi. »
Thierry a regardé derrière lui, vers ses invités. Puis il s'est avancé dans le couloir et a refermé la porte de l'appartement derrière lui. Nous étions maintenant tous les trois dans le couloir de l'immeuble, comme des étrangers. Parfois, la vie nous place à des carrefours que nous n'avions pas anticipés. Ce qui s'est passé ensuite dans ce couloir glacial a changé ma perception de mon fils pour toujours. Si cette histoire vous touche, c'est peut-être parce que vous connaissez aussi le poids de la déception familiale. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce récit. Le couloir de l'immeuble était froid, éclairé par une ampoule jaunâtre qui projetait des ombres sur les visages. Thierry nous regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la surprise, pas de la joie, de la panique. « Vous ne pouvez pas rester », a-t-il dit à voix basse, presque en chuchotant. « C'est une soirée importante. Des associés du cabinet, des clients, vous comprenez ? » « Non !» ai-je répondu, sentant la colère monter en moi. « Je ne comprends pas. Nous sommes tes parents. Nous avons fait 6 heures de route pour te voir. » Thierry a passé une main nerveuse dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Papa, ce n'est pas le moment. Regardez-vous, vous êtes trempé, vos vêtements sont… » Il s'est arrêté, cherchant ses mots. « Ce n'est pas approprié. Pas approprié. » Ces 2 mots ont résonné dans le couloir comme une gifle. Odette, qui était restée silencieuse jusque-là, a fait un pas en avant. Sa voix tremblait, mais pas de froid. « Thierry, c'est moi. Ta mère. Tu te souviens de moi ?» Thierry l'a regardé, et pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose de humain dans ses yeux. Une fissure dans l'armure. Mais elle s'est refermée aussi vite qu'elle s'était ouverte. Bien sûr que je me souviens, maman. Mais ce soir, c'est impossible. Allez à l'hôtel, je vous paierai la chambre. On se verra demain, d'accord ? Il a sorti son portefeuille et a commencé à compter des billets. Des billets de 50 €, comme s'il payait une note de restaurant. Il les a tendus vers moi. J'ai regardé l'argent dans sa main. Puis j'ai regardé mon fils, cet homme en costume qui nous traitait comme des mendiants embarrassants. « Garde ton argent », ai-je dit. « Nous n'en voulons pas. » La porte de l'appartement s'est ouverte à ce moment-là. Une femme blonde est apparue, celle de la photo de mariage. Sophie. Elle portait une robe noire élégante et des bijoux qui brillaient à la lumière. « Thierry, tout va bien ?» Les Durand te cherchent pour le discours. Elle nous a vus. Son regard a fait le même parcours que celui de la réceptionniste des années plus tôt. Nos vêtements mouillés, nos chaussures boueuses, nos visages marqués par l'âge et la fatigue. « Qui sont ces gens ?» a-t-elle demandé. Et Thierry a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce sont des gens du village, des voisins. Ils passaient par Paris et ont voulu me saluer. Ils partaient. Des voisins, pas ses parents. Des voisins. Odette a fait un bruit étrange, comme un sanglot étouffé. Elle a titubé légèrement et je l'ai retenue par le bras. Sophie a haussé les épaules et est retournée à la fête. Thierry nous a regardés une dernière fois. « Partez maintenant, s'il vous plaît, je vous appellerai. » Puis il a refermé la porte. Et nous sommes restés là, dans le couloir froid, à écouter les rires et la musique qui filtraient à travers les murs. Nous sommes descendus lentement. Odette pleurait en silence, ses larmes se mélangeant à la pluie qui avait mouillé ses joues. Une fois dehors, nous nous sommes retrouvés sous l'averse, sans savoir où aller. C'est là que j'ai senti le poids de la lettre dans ma poche. Cette lettre que je portais depuis 40 ans. Cette lettre qui contenait un secret que j'avais gardé pour protéger mon fils. Mais mon fils n'existait plus. L'homme dans cet appartement était un étranger. Nous avons trouvé refuge dans un café de quartier qui restait ouvert tard. Le patron, un homme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant, nous a installés près du radiateur sans poser de questions. Il nous a apporté 2 chocolats chauds et un plateau de croissants, refusant notre argent d'un geste de la main. « Vous avez l'air d'en avoir besoin », a-t-il simplement dit. Odette tremblait encore. Pas seulement de froid, de quelque chose de plus profond. Elle me regardait avec des yeux qui semblaient chercher une explication à ce qui venait de se passer. « Marcel », a-t-elle murmuré. « Notre fils. Il a dit que nous étions des voisins. »« Je sais, ma chérie. Je sais, cette nuit-là, nous avons dormi dans un petit hôtel près de la gare. Une chambre minuscule, avec un lit qui grinçait et des draps qui sentèrent la lessive industrielle. Odette s'est endormie presque immédiatement, épuisée par le voyage et l'émotion. Moi, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai sorti la lettre de mon manteau. L'enveloppe était jaunie par le temps, les bords usés par les années passées contre ma poitrine.
Elle portait le cachet de la poste de Caen, daté de 1982, l'année où Thierry avait terminé ses études à Sciences Po. Cette lettre, je l'avais interceptée le jour où elle était arrivée dans notre boîte aux lettres. Elle était adressée à Thierry, mais quelque chose m'avait poussé à l'ouvrir, un pressentiment, une intuition paternelle. Ce que j'avais découvert à l'intérieur avait changé ma vie. Et j'avais décidé de garder le secret, de protéger mon fils de cette vérité qui aurait pu détruire ses rêves. Mais maintenant, assis sur ce lit grinçant dans cet hôtel miteux, je me demandais si j'avais eu raison. La lettre venait d'un homme nommé Édouard Dumont, le fils du propriétaire des cidreries du Calvados, l'entreprise pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie. Édouard était de la même génération que moi, mais nous n'avions jamais été proches. Il appartenait à un monde différent, celui des propriétaires terriens et des études à Paris. Dans cette lettre, Édouard révélait quelque chose que personne n'avait jamais su. Quelque chose qui concernait la bourse d'études que Thierry avait reçue pour aller à Sciences Po. Cette bourse n'était pas une bourse au mérite. C'était un don personnel d'Édouard Dumont. Un don qu'il avait fait anonymement à travers une fondation qu'il avait créée spécifiquement pour cela. Mais ce n'était pas tout. Édouard expliquait dans cette lettre pourquoi il avait fait ce don. Et la raison m'avait glacé le sang. Il écrivait qu'il avait une dette envers notre famille. Une dette vieille, de plusieurs décennies. Une dette que son père avait contractée et qu'il se sentait obligé de rembourser. Cette dette concernait un accident. Un accident qui s'était produit dans les vergers en 1958, l'année où j'avais commencé à travailler pour les cidreries. Un accident que tout le monde avait oublié, sauf moi. Parce que cet accident avait coûté la vie à mon frère aîné, Antoine. Antoine Beaulieu était mort à 22 ans, écrasé par un tracteur défaillant dans les vergers des Dumont. L'enquête avait conclu à un accident du travail, une défaillance mécanique. Personne n'était responsable. Mais la lettre d'Édouard Dumont racontait une autre histoire. Il écrivait que son père, le vieux Henri Dumont, savait que le tracteur était défectueux. Il avait reçu un rapport d'entretien signalant des problèmes avec le système de freinage. Mais les réparations coûtaient cher et la saison des récoltes approchait. Henri Dumont avait décidé d'attendre. Antoine était mort à cause de cette décision. À cause de la cupidité d'un homme qui avait préféré économiser quelques centaines de francs plutôt que de protéger la vie de ses ouvriers. La famille Dumont avait étouffé l'affaire. Ils avaient payé une petite indemnité à mes parents qui étaient trop pauvres et trop ignorants des lois pour se battre. L'affaire avait été classée, oubliée. Mais Édouard n'avait pas oublié. En grandissant, il avait découvert la vérité dans les papiers de son père, et la culpabilité l'avait rongé pendant des années. La bourse, pour Thierry, était sa façon de rembourser la dette. De donner à notre famille les chances qui avaient été volées à Antoine. En lisant cette lettre 40 ans plus tôt, j'avais été submergé par des émotions contradictoires. La colère d'apprendre la vérité sur la mort de mon frère, la gratitude de comprendre que les études de Thierry avaient été financées, et la peur, surtout la peur, de ce que cette révélation pourrait faire à mon fils. J'avais décidé de garder le secret, de ne jamais montrer cette lettre à Thierry, de le laisser croire qu'il avait réussi par son seul mérite. Peut-être avais-je eu tort, parce que Thierry avait grandi en croyant qu'il ne devait rien à personne, qu'il s'était construit tout seul. Et cette croyance l'avait transformé en un homme arrogant, capable de renier ses propres parents pour préserver son image. Cette nuit-là, dans l'hôtel parisien, j'ai pris une décision. Une décision que je reportais depuis 40 ans. Il était temps que Thierry connaisse la vérité. Pas pour le punir, pas pour me venger, mais pour qu'il comprenne enfin d'où il venait. Pour qu'il sache que son succès n'était pas le fruit de son seul génie, mais le résultat d'un sacrifice tragique et d'une dette de sang. Le lendemain matin, j'ai emmené Odette à la gare. Elle était confuse, désorientée par le voyage et les événements de la veille. Je l'ai installée dans le train pour Lisieux en demandant à une jeune femme assise à côté d'elle de veiller sur elle pendant le trajet. Puis je suis retourné dans le 16e arrondissement. La vérité que nous gardons parfois pour protéger ceux que nous aimons peut se transformer en poison. Ce que Marcel s'apprête à faire changera le cours de plusieurs vies. Si vous aussi avez connu le poids des secrets familiaux, restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se dénoue.
Je suis arrivé devant l'immeuble de Thierry en milieu de matinée. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris et menaçant. J'ai sonné à l'interphone. Cette fois, c'est Sophie qui a répondu. « Oui, c'est Marcel Beaulieu, le père de Thierry. J'ai quelque chose d'important à lui dire. » Il y a eu un long silence, puis le bourdonnement de la porte. Sophie m'a ouvert la porte de l'appartement avec une expression méfiante. Elle portait un peignoir de soie et tenait une tasse de café. « Thierry n'est pas là. Il est au cabinet. Je sais. Mais je voudrais vous parler d'abord. À vous. » Elle a hésité, puis m'a fait entrer. L'appartement était immense, décoré avec un goût que je ne pouvais pas comprendre. Des œuvres d'art au mur, des meubles qui semblaient sortir d'un magazine. Elle m'a fait asseoir dans le salon. Je me sentais minuscule dans ce décor, un paysan normand perdu dans un monde qui n'était pas le sien. « Madame, ai-je commencé, je ne suis pas venu pour créer des problèmes. Je suis venu pour vous dire la vérité sur votre mari. Sur qui il est, vraiment. Et sur ce qu'il nous doit. » Sophie a froncé les sourcils. « Ce qu'il vous doit ? Thierry m'a dit que vous étiez des gens simples du village, que vous ne compreniez pas sa vie à Paris. » J'ai souri tristement. « C'est vrai, nous sommes des gens simples, mais nous sommes aussi les gens qui ont tout sacrifié pour que votre mari puisse devenir ce qu'il est. Et il y a quelque chose qu'il ne vous a jamais dit. Quelque chose qu'il ne sait pas lui-même. » J'ai sorti la lettre de ma poche et je l'ai posée sur la table basse, entre nous. Sophie a regardé l'enveloppe jaunie avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?»« La vérité. Sur la façon dont Thierry a financé ses études. Sur la dette que notre famille a payée pour qu'il puisse réussir. J'ai raconté toute l'histoire. La mort d'Antoine, la lettre d'Édouard Dumont, la bourse secrète, le silence que j'avais gardé pendant 40 ans. » Sophie écoutait sans m'interrompre. Son visage passait de l'incrédulité à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à de la colère. « Vous êtes en train de me dire que tout ce que Thierry m'a raconté sur sa réussite, sur son parcours de self-made man, c'était un mensonge ?»« Pas un mensonge, ai-je corrigé. Il ne savait pas. C'est moi qui ai gardé le secret, pour le protéger. Mais j'ai eu tort, parce qu'en le protégeant de la vérité, je l'ai laissé devenir quelqu'un qui a honte de ses propres parents. » Sophie s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre. Elle regardait la rue en contrebas, ses épaules tendues. « Hier soir, a-t-elle dit doucement, quand vous êtes venu, j'ai vu la façon dont Thierry vous a traité. Je n'ai rien dit parce que c'est son affaire de famille, mais j'ai eu honte pour lui, pour nous. » Elle s'est retournée vers moi. Je ne savais pas qu'il avait des parents. Il m'avait dit qu'ils étaient morts depuis longtemps. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mort. Notre fils avait dit que nous étions morts. « Je comprends maintenant pourquoi vous êtes venu, » a dit Sophie. « Pas pour vous venger, pour que je sache qui j'ai épousé. » J'ai hoché la tête. « Je vais mourir bientôt, madame. Je le sens. Et ma femme ne me reconnaîtra plus dans quelques mois. Avant de partir, je voulais que quelqu'un connaisse notre histoire. Pas pour punir Thierry, mais pour que quelqu'un se souvienne de nous. » Sophie a pris la lettre et l'a lue lentement. Quand elle a fini, elle la tenait contre sa poitrine, les yeux brillants. « Je vais parler à Thierry, et il va vous parler. Je vous le promets. » Je suis rentré à Pont-l'Évêque ce soir-là. Odette m'attendait, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin où ses roses avaient perdu leurs pétales avec l'arrivée de l'hiver. « Tu es revenu » a-t-elle dit en me voyant. « J'avais peur que tu ne reviennes pas. » Je l'ai serrée dans mes bras. « Je serai toujours là, ma chérie. Toujours. » Les jours suivants ont été étrangement calmes. Pas d'appel de Thierry, pas de nouvelles de Sophie. J'avais semé une graine, mais je ne savais pas si elle pousserait. Puis, une semaine plus tard, une voiture s'est arrêtée devant notre maison. Une berline noire, le genre de voiture qu'on ne voyait jamais dans notre village. Thierry en est descendu. Il avait l'air différent. Plus vieux peut-être, ou simplement plus humain. Il est resté un moment devant le portail du jardin, comme s'il avait besoin de rassembler son courage. Puis il a marché vers la maison. Je l'ai laissé entrer sans un mot. Odette dormait dans son fauteuil, épuisée par une mauvaise nuit. Thierry l'a regardé longtemps, son visage marqué par une émotion que je n'avais pas vue depuis des années. « Je ne savais pas, » a-t-il dit finalement. « Pour la bourse, pour oncle Antoine, pour tout. Je sais. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?
J'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre. Parce que je voulais que tu réussisses. Et j'avais peur que la vérité te décourage. Que tu te sentes endetté, incapable de mériter ton succès. Thierry s'est assis sur le vieux canapé, celui sur lequel il s'asseyait enfant pour regarder la télévision en noir et blanc. « J'ai eu tort, a-t-il dit. Pour tout. Pour la façon dont je vous ai traité. Pour la honte que j'ai eue de vous. C'est inexcusable. » Je me suis assis face à lui. « Je ne cherche pas d'excuses, Thierry. Je ne cherche pas de pardon non plus. C'est trop tard pour ça. Mais il y a une chose que je veux que tu comprennes. »« Quoi ? » ?»« Ta mère et moi, nous ne vous avons jamais demandé de l'argent. Nous n'avons jamais demandé de vivre dans un appartement de luxe à Paris. Nous avons seulement demandé d'être reconnus, d'être aimés, d'être vos parents. » Thierry a baissé la tête. « Je sais. Et je vous ai traité comme si vous étiez une tache sur mon passé, une erreur à effacer. » Il s'est levé et s'est approché d'Odette endormie. Il s'est agenouillé devant elle et a pris sa main dans la sienne. « Maman, » a-t-il murmuré. « Je suis désolé. Tellement désolé. » Odette a ouvert les yeux. Pour un instant, j'ai vu la clarté revenir dans son regard. « Thierry ?» a-t-elle dit. « Mon petit garçon. » Et mon fils, le grand avocat parisien, a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. Les mois qui ont suivi ont été les plus beaux et les plus douloureux de ma vie. Thierry est revenu régulièrement à Pont-l'Évêque. Il a amené Sophie, puis les enfants, Clément et Juliette. Nos petits-enfants ont couru dans le jardin où leur père avait joué autrefois. Ils ont mangé les tartes aux pommes qu'Odette préparait encore dans ses meilleurs jours. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Les années de silence et de honte ne s'effacent pas d'un coup. Mais c'était un début. Une main tendue à travers le gouffre que nous avions laissé se creuser. Odette est morte au printemps suivant. Elle s'est éteinte doucement, dans son sommeil, un matin où les roses du jardin commençaient tout juste à fleurir. Thierry était à ses côtés. Il lui tenait la main quand elle a pris son dernier souffle. Je suis resté seul dans notre maison de pierre pendant quelques semaines. Puis un jour, Thierry est venu avec une proposition. « Papa, je voudrais que tu viennes vivre avec nous à Paris. Pas dans l'appartement du 16e. On a acheté une maison en banlieue, avec un jardin. Il y a une chambre pour toi. » J'ai refusé. Ma place était ici, dans le village où j'avais vécu toute ma vie, près de la tombe d'Odette et de la terre qui m'avait nourri. Mais j'ai accepté autre chose. J'ai accepté que Thierry utilise une partie de sa fortune pour créer une fondation au nom d'Antoine Beaulieu. Une fondation qui finance les études des enfants d'ouvriers agricoles de Normandie. Des enfants comme Thierry l'avaient été. Des enfants qui rêvent d'un avenir meilleur. Le jour de l'inauguration de la fondation, Thierry a fait un discours. Il a parlé de son oncle qu'il n'avait jamais connu, de la dette que sa famille avait envers les Dumont, et de la honte qu'il avait eue de ses propres parents pendant des années. « J'ai cru pendant longtemps que le succès signifiait oublier d'où l'on vient, » a-t-il dit. « J'ai cru que mes origines humbles étaient un obstacle à effacer. Je me suis trompé. Mes origines sont ma force, mes parents sont ma fierté, et cette fondation est ma façon de leur rendre une partie de ce qu'ils m'ont donné. » J'étais assis au premier rang, dans mon vieux costume de mariage. Des larmes coulaient sur mes joues, mais je ne cherchais pas à les cacher. Ce soir-là, de retour à Pont-l'Évêque, j'ai sorti la lettre d'Édouard Dumont une dernière fois. Je l'ai relue lentement, puis je l'ai posée sur la cheminée, à côté de la photo de mariage d'Odette et moi. Cette lettre avait failli détruire notre famille, mais elle avait aussi, finalement, permis de la reconstruire. Je suis mort 6 mois plus tard dans mon lit, en regardant le jardin où les roses d'Odette fleurissaient comme jamais auparavant. Thierry était là. Il m'a tenu la main jusqu'au bout. Et quand j'ai fermé les yeux pour la dernière fois, j'ai su que mon fils était revenu. Pas le grand avocat, pas l'homme en costume. Mon fils, le petit garçon qui courait dans les vergers et qui promettait de toujours prendre soin de nous. Certaines promesses mettent une vie entière à être tenues. Mais quand elles le sont enfin, elles effacent toutes les années de silence et de douleur. Si cette histoire vous a touché, c'est peut-être parce que vous aussi, vous connaissez le prix du pardon et la force des liens familiaux. Nous portons tous des secrets, des regrets, des mots que nous n'avons jamais prononcés. Mais il n'est jamais trop tard pour tendre la main, pour dire ces mots qui changent tout, pour revenir vers ceux qui nous ont tout donné.
Cette chaîne existe pour rappeler que derrière chaque réussite se cache un sacrifice, et que la vraie richesse n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous sommes capables de donner. Votre présence ici compte, votre émotion compte, et peut-être qu'aujourd'hui, vous trouverez le courage de réparer ce qui a été brisé dans votre propre histoire.